Oui, voilà. Moi je suis pneumologue, je m'occupe de sommeil aussi. Et je suis dans l'ordre de Lille. Et je suis content en fait, de partager mon temps de parole, que je vais limiter d'emblée à 14 minutes, histoire de... Voilà, ça va hurler si je dépasse les 14 minutes. Et histoire de passer la parole à M. Trams, que je connais depuis mon passage à Toulouse, qui a fait également, qui est neurologue et qui fait du sommeil, et qui a fait donc un passage à Toulouse et également chez Beauvilliers, enfin chez les gens qui s'occupent d'hypersomnie, qui va nous répondre aux différentes questions. Alors c'est vrai que moi je pensais surtout que ça allait être un atelier un peu interactif, enfin surtout une table ronde où il y avait des questions qui allaient se poser, etc. Et bien sûr je suis surtout disposé à répondre aux éventuelles questions impertinente même, voilà. Bon, je ne vais pas avoir le temps de toute manière de parler véritablement du syndrome d'apnée du sommeil. C'est vrai que j'aime pas parler du syndrome d'apnée. Enfin, hier on a eu quelqu'un qui nous a repris sur le plan sémantique, on pourrait parler de maladie des apnées du sommeil puisqu'on connaît la cause. C'est l'instabilité des voies aériennes. Je ne vais pas revenir non plus sur les apnées, qu'elles soient obstructives, centrales ou autres. Je pense qu'en tout cas c'est assez important de distinguer ces apnées, qu'elles soient centrales, parce qu'il faut rechercher une cause, notamment neurologique, cardiologique ou médicamenteuse. Et on a des définitions de syndrome d'apnée du sommeil qui sont malheureusement beaucoup plus floues que les définitions d'apnée ou d'hypopnée, selon qu'on soit américain, français, selon qu'on travaille à la sécurité sociale ou pas. La somnolence n'est pas un critère obligatoire pour définir un syndrome d'apnée du sommeil, contrairement à ce que nous demande la sécurité sociale. Mais à La Réunion, ils sont plutôt assez cool avec ça. Je pense qu'on va surtout... je passais très rapidement sur les apnées centrales, qui méritent une certaine expertise, méritent d'être reconnues. En tout cas, j'ai vu beaucoup d'enregistrements automatiques à La Réunion et ça me révolte, puisque ces enregistrements automatiques ne dépistent pas ces apnées centrales la plupart du temps. Et quand on a des apnées centrales, bien sûr, il faut chercher une cause. Mettre une PPC autopilotée peut être particulièrement délétère pour le patient qui peut y rester. Donc, alors bon, c'est une maladie qui est quand même relativement fréquente. Beaucoup de gens ont l'impression qu'il y a un effet mode. C'est pas du tout un effet mode, hein. C'est une maladie qui est connue depuis un certain nombre d'années. Disons qu'on était face à une pénurie de gens qui s'occupaient du sujet. Ça correspond quand même à 2 à 4% de la population féminine et jusqu'à 7% de la population masculine. La plupart de ces cas sont méconnus et c'est important de les reconnaître parce qu'ils ont une surmortalité cardiovasculaire d'à peu près 5 fois. Alors, on a eu des études. Pourquoi est-ce que c'est sous-diagnostiqué? Je pense que parce que c'est un enseignement qui est particulièrement récent dans les années 90. Moi-même, je n'ai pas reçu d'enseignement sur les apnées du sommeil. J'ai dû me former un peu moi-même tout seul. Et c'est qu'à partir des années 90 que c'était enseigné à la faculté. Je pense qu'il y a aussi des mauvaises images qui traînent un peu. Voilà, là c'était juste histoire de montrer un petit tracé. Pardon, je vais juste revenir, j'ai voulu aller trop vite quand même. C'était un patient qui avait eu une hypertension artérielle réfractaire. Son médecin avait eu la bonne idée de lui demander de faire un enregistrement. Il n'était pas somnolent. Il avait vu une première personne qui l'avait récusé en disant c'est pas un syndrome d'apnée du sommeil, vous voyez, il en a une centaine par heure. Donc oui, il faut les enregistrer, qu'ils soient somnolents ou pas. Et c'est un très 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 mauvais signe. Voici un autre patient que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui a 35 ans. À l'âge de 33 ans, il a fait un premier infarctus. Voilà, c'est à un moment où il a commencé à récidiver ces signes qu'on l'a diagnostiqué. Il va beaucoup mieux, l'intervention est différée. Bon, bref, on va passer un petit peu sur ces enregistrements. On peut faire des polysomnographies. Ça peut être plus précis, on va augmenter les chiffres d'à peu près 30%. On peut le faire également en ambulatoire. Voilà, ça c'était pour dire que on voit même une fois des choses qui ne me font pas plaisir à La Réunion et justement des enregistrements
où il y a des diagnostics qui sont posés avec des enregistrements automatiques. Alors, les signes, je vous ai remis une petite brochure à l'entrée là, sur la petite table. Globalement, on va avoir des signes et une comorbidité. C'est vrai que la plupart du temps, vous allez y penser au diagnostic de syndrome d'apnée lorsqu'il va y avoir cette association de signes et de comorbidité. C'est au moment où vous allez avoir un problème d'hypertension artérielle que tout d'un coup, et encore plus si tout d'un coup vous voyez que c'est le matin, vous allez dire tiens, mais finalement mon patient, est-ce qu'il ne serait pas apnéique ou lorsque vous en serez à votre deuxième ou troisième antihypertenseur, vous allez vous dire tiens, est-ce qu'il ne serait pas apnéique ou lorsqu'il récidive sa fibrillation ou vous allez vous poser la question à juste titre et lui poser les questions. Ça peut être le patient, ça peut être l'entourage qui va signaler tous ces signes, qui sont des signes qu'on peut distinguer en signes nocturnes au réveil ou en journée. Et c'est vrai que on a un certain nombre de signes. Peut-être que s'il fallait retenir que ça, ben, je pense que c'est peut-être la chose principale. Ces signes, bien sûr, ce sont des ronfleurs. On peut être apnéique sans ronfler, que ça existe. Les patients, certains patients neuromusculaires, les patients opérés, et surtout les patients qui vivent seuls, qui ne se savent pas ronfleurs, ou en tout cas qui négligent ça. Quand vous avez un patient qui vous dit qu'il s'étouffe la nuit, là c'est particulièrement spécifique, vous pouvez pratiquement être sûr qu'il est apnéique. Il peut décrire lui-même d'ailleurs des pauses respiratoires. La nicturie, c'est un signe qui est extrêmement méconnu. Moi je travaille pas mal avec les urologues, parce qu'il y a deux signes qui sont extrêmement méconnus, c'est cette nicturie. Elle est liée à la sécrétion d'un facteur auriculonatridiurétique, les variations de la pression vont faire sécréter des hormones au niveau cardiaque qui vont faire pisser le patient. Et c'est vrai que c'est un signe qu'on aime bien, qui est assez sympathique, parce que quand vous leur mettez la machine et que la pauvre petite dame se lève 5 fois la nuit et qu'elle ne se lève plus la nuit, en général, elle met sa machine, elle est très adhérente. Voilà. Un autre signe qui est méconnu, c'est l'insomnie. On imagine que les apnéiques s'endorment tout le temps. C'est pas vrai en journée et c'est pas vrai non plus dans la nuit. Ils sont souvent insomniaques. Ils ont même quelquefois peur de s'endormir. Bon, les signes chez les enfants sont un petit peu différents. Ils peuvent transpirer, salir. Bon. Au réveil difficile, bien sûr. Ils ont du mal à se réveiller. Ils se réveillent plus fatigués. On a quelquefois des maux de tête. Alors ça aussi, on aime bien les maux de tête parce que quand c'est au niveau de la nuque, ça fait penser à des hypertensions artérielles nocturnes. Et ces patients-là qui ont des maux de tête qui les réveillent la nuit, souvent ils sont également assez adhérents au traitement. Et en tout cas, c'est un signe extrêmement évocateur des céphalies matinales. Bon, la somnolence, Benjamin nous en parlera beaucoup mieux que moi. La somnolence n'est pas du tout un signe spécifique d'apnée du sommeil. Ça peut venir de plein de choses. La première situation, c'est peut-être la dépression, je ne sais pas. Bien sûr, on cherchera des signes d'apnée du sommeil. Mais il faut savoir qu'elle est souvent absente, en particulier dans la population cardiaque, pour des mécanismes divers et variés, expliqués, qui ne sont pas, à mon avis, très convaincants. Asthénie, alors dans le temps, on faisait beaucoup la différence entre fatigue et asthénie. Non, c'est vrai. Voilà, trouble de la vigilance. Alors je disais qu'on travaillait pas mal avec les urologues, parce qu'il y a également les troubles de la libido, de l'érection. Voilà, donc ça c'est un examen clinique qu'on va faire à un patient, on va lui retrouver effectivement parfois un gros cou, un petit menton. J'aimerais bien passer sur la partie du milieu. Alors c'est vrai que quand vous lui ouvrez la bouche, que vous lui voyez les empreintes dentaires, un petit recul du menton, c'est notre façon de voir un recul du menton, les dents elles ont du mal à se placer. Ça c'est un patient qu'on pourrait classer myélopathie 4 parce qu'on ne voit pas son poil du palais, en fait c'est un patient qui était opéré et qui a une synéchie. La chirurgie du voile du palais n'est pas une chirurgie du syndrome d'apnée du sommeil. Chez les enfants, je pense que c'est important de les reconnaître. Si vous avez un doute chez les enfants, il faut savoir que les enfants ne sont pas tous costauds comme ce petit trisomique. Ils peuvent avoir un faciès particulier, très allongé, avec des défauts de fermeture de la bouche. Ouvrez-leur la bouche et vous verrez peut-être des amygdales que vous pourrez faire enlever et il y a au moins 90% de chances que vous les guérissiez de ce syndrome d'apnée du sommeil. Obésité,
Oui, obésité, effectivement. C'est vrai que le syndrome d'apnée est fortement associé à l'obésité. Le problème, c'est qu'on a toujours des études qui disent, nous... Alors j'ai entendu récemment quelqu'un qui disait, ah, dans l'étude française, on a vu 80% d'obésité. C'est 80% des patients qu'ils ont enregistrés. C'est pas 80% des apnéiques qui sont obèses. On a beaucoup de mal, on a 3 études prospectives, mais malheureusement ce sont des études américaines et espagnoles qui ne sont peut-être pas les plus minces dans le monde. Dans cette étude européenne, ESSADA, ils ont compilé tous les patients qui avaient un syndrome d'apnée du sommeil. Il y avait 11 000 patients. Ils ont trouvé un chiffre qui était quand même beaucoup moins important que ces chiffres de 70% qu'on entend régulièrement et qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'on voit en consultation. Eux-mêmes trouvent 50%. Mais bien sûr, je ne dis pas que le fait d'être obèse aggrave les apnées. Bien sûr, simplement je dis que des patients comme lui, j'en ai quelques-uns, j'ai effectivement des patients qui sont pilotes de ligne, qui sont apnéiques et qui n'ont absolument pas le profil. Voilà. Donc je vais dire aussi que le syndrome d'apnée s'associe à des maladies métaboliques, bien sûr des maladies cardiovasculaires, surtout l'hypertension. Si j'avais un message à passer essentiel, c'est quand vous n'arrivez pas à régler vos problèmes d'hypertension, pensez-y. 80% des hypertensions artérielles réfractaires sont liées à un syndrome d'apnée du sommeil. C'est une maladie curable. On le recherche tous, des sténoses de l'artère rénale, on le recherche des hyperaldostéronismes, des choses qu'on ne retrouve jamais alors qu'on trouve plein d'hypertension artérielle réfractaire. Les MAPA, alors ça c'est intéressant, c'est un de mes patients qui a été vu par un cardiologue, il ne mettait pas sa machine et vous voyez, hop, il monte sa tension artérielle la nuit et il monte sa tension artérielle lorsqu'il regarde la télévision, puisqu'il s'endort en regardant la télévision évidemment. Les autres comorbidités, je ne vais pas les aborder parce qu'il nous faudrait une journée. Globalement, il y a des facteurs familiaux qui sont très nets. Il y a 2 fois plus de syndrome d'apnée du sommeil si vous avez un frère, une sœur ou un parent qui est apnéique. Donc pensez-y. Et je voudrais également insister sur les enfants qui ont des cycles qui ne sont pas forcément les mêmes que chez les adultes. Les enfants ne sont pas fatigués, ils sont plutôt hyperactifs. Donc pareil, un enfant hyperactif qui commence à foutre le bordel sur votre bureau, vous lui regardez les amygdales. Et peut-être que vous comprendrez pourquoi. Et si vous voulez vous passer d'un enregistrement, vous demandez aux parents de faire un enregistrement avec un smartphone, torse nu, vous verrez peut-être les recherches, en tout cas les dysfonctions entre le thorax et l'abdomen, les phénomènes de lutte. Voilà, il y a des questionnaires pour le faire, il y a le questionnaire d'Epworth qui est sans doute, tout le monde le fait, c'est sans doute pas le meilleur questionnaire. Ça c'est un questionnaire d'anesthésiste qui est très à la mode. Le questionnaire prévu pour les médecins généralistes reste quand même le questionnaire de Berlin. C'est sans doute le meilleur questionnaire qui permet de dépister les éventuels syndromes d'apnée du sommeil. Voilà, je pense qu'un des meilleures choses aussi, c'est votre expérience clinique. Dans les études qui avaient analysé les médecins qui confiaient les patients, on avait véritablement de grosses discordances entre des médecins qui sont extrêmement sensibilisés au sujet, qui y pensent vraiment beaucoup, et d'autres qui y pensent moins. Je pense qu'il y a un souci de formation et il y a encore beaucoup de clichés sur la PPC qui seraient très compliqués à mettre, alors que c'est loin d'être le cas. Voilà. Donc je vais laisser ma part, je ne sais pas si vous avez une question ou deux. Je vous ai remis des petites brochures si jamais j'avais pas eu le temps de parler de tout ça. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour répondre aux questions, pour passer à Benjamin. Ah, j'ai plus de temps. C'est vrai, si vous avez une question. Excusez-moi, j'ai été très rapide, mais je pense que vous êtes fatigué comme moi. Oui. Dans votre expérience, la sécheresse buccale matinale, est-ce que c'est fréquent comme symptôme? Oui, je l'ai pas, vous avez raison, je ne l'ai pas mentionné, mais oui, effectivement, c'est extrêmement fréquent. Sécheresse matinale et maux de gorge aussi. Régulièrement, les ORL nous envoient des patients pour
des maux de gorge. Et ils pensent que c'est effectivement... Je vous ai pas montré, on n'a pas montré le petit film, mais c'est sûr que quand on fait une apnée, qu'on a la langue qui chute, à la longue, on finit par avoir des maux de gorge. Oui, je vous écoute. Pour la prise en charge de l'apnée du sommeil par la sécurité sociale. Donc là, j'ai vu que vous avez mis un index d'apnée publié sur AR15. Oui, en cas de comorbidité cardiovasculaire. Si vous avez ces 30 en... Alors, ça dépend. La sécurité sociale, elle demande d'abord que vous soyez somnolent, que vous ayez un certain nombre de signes. Alors, à La Réunion, on est un petit peu par ça, elle ne demande pas ça. Elle nous demande par contre qu'il y ait 30 apnées par heure ou qu'il y ait 15 apnées par heure plus une comorbidité cardiovasculaire. C'est pas le problème, parce que certains Paris, par exemple, ils peuvent refuser. Oui, oui. Dans ce cas-là, on les passe en polysomno et la plupart du temps, on arrive à trouver des choses. Mais après, très sincèrement, vous savez qu'on est très embêté avec ces patients cardiovasculaires qui ont des index à 15, qui se plaignent de rien et à qui on met des machines. Est-ce qu'on leur rend service ou pas? On n'en sait strictement rien, on n'a aucune preuve. Les recommandations par l'HAS aussi, ils ne disent pas supérieur à 15 parce que... Les recommandations de l'HAS, c'est supérieur à 15. Si. Les recommandations de l'HAS sont de mettre en place une PPC chez les gens qui ont une comorbidité cardiovasculaire à partir de 15 par heure. Simplement, il y a eu plein d'études qui ont essayé de prouver, il y en a une qui a été très récemment publiée, mais qui était sans doute très mauvaise, en tout cas qui était très critiquée, qui s'appelle l'étude SEV, qui a montré l'absence d'amélioration significative de la morbidité cardiovasculaire en mettant en place des BPC chez des non-somnolents petit apnéiques. Voilà. Ça n'enlève pas du tout le fait qu'il faut, chez les patients somnolents, mettre des BPC. Mais est-ce qu'il faut s'acharner à mettre des PPC à des patients, à leur expliquer que s'ils ne mettent pas leur PPC, ils vont mourir? Non. Moi, je me refuse de faire ça. Je n'ai aucun argument pour le dire. Je ne peux pas prouver ça. Personne ne l'a prouvé. Et vous leur induisez un stress supplémentaire. Oui, je passe. Bonjour. Donc je vous remercie de m'avoir permis de venir me présenter. Donc je suis Benjamin Krams, je suis neurologue et je vais venir m'installer à Saint-Denis à partir de début janvier. Alors, je vais vous parler de somnolence, pas forcément sur le plan respiratoire, puisque j'ai aucune compétence pour vous parler de pneumologie, mais les questions auxquelles je vais essayer de répondre, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait des patients qui se plaignent de somnolence? Vous leur faites des examens, vous ne trouvez pas de syndrome d'apnée du sommeil, pas de troubles respirateurs nocturnes, ou bien alors des patients chez qui vous trouvez des troubles respirateurs nocturnes que vous traitez par PPC, et puis finalement ils se plaignent toujours de somnolence. Donc ces patients-là, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Est-ce qu'il faut les explorer? Pourquoi et comment les explorer? Alors, je vais essayer de faire un topo assez rapide, peut-être pour laisser place si vous avez des questions, et puis pour pas trop vous ennuyer, pour pas trop vous faire dormir. Alors, d'abord quelques définitions. La somnolence, en soi, c'est défini par un besoin de sommeil excessif. C'est quelque chose pour lequel il est très difficile de fixer une limite. Quelle est la norme de besoin de sommeil? Grosso modo, on peut définir la somnolence soit par la nécessité de faire des siestes dans la journée malgré un temps de sommeil correct au cours de la nuit. Et correct, ça va être un temps de sommeil moyen de l'ordre de 7 heures par nuit chez un adulte normal, ou bien alors par un besoin excessif de sommeil au cours de la nuit. Et en fait, le cut-off pour définir un besoin anormal de sommeil, il est normalement de plus de 10 heures par nuit pour parler de somnolence anormale ou d'hypersomnie nocturne. C'est une plainte qui est très fréquente dans la population générale. On considère que 15% des gens se plaignent de somnolence et 5% des gens se plaignent de somnolence sévère, avec chez ces gens-là un risque accidentogène, puisqu'il y a un risque, le principal risque lié à la somnolence, c'est les accidents sur la route. C'est une des raisons pour lesquelles c'est une problématique qui est à prendre en compte et qui est à traiter le cas échéant.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des traitements symptomatiques qui permettent de traiter le symptôme somnolence. Donc, chez les gens qui se plaignent de somnolence, on pourrait tout simplement se poser la question d'introduire d'emblée un médicament symptomatique. Vous connaissez le Modiodal et la Ritaline en particulier, hein, qui sont des médicaments éveillants qu'on peut donner chez les patients somnolents et qui permettent de traiter la somnolence. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça, et il est parfois, et même très souvent, utile d'explorer un peu mieux la somnolence avant d'introduire un traitement. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'explorer la somnolence chez ces patients? D'abord, parce qu'on se rend compte que la plupart du temps, il y a une confusion des différents signaux, des différents symptômes chez les patients. Il est très difficile chez un patient X ou Y, de faire la différence entre une fatigue, une perte de tonus intellectuel, une apathie, un manque de motivation et une somnolence réelle. C'est des symptômes qui sont souvent confondus, et la preuve en est que les patients qui cotent les chiffres les plus hauts sur l'échelle d'Epworth, ce n'est pas forcément les patients qui sont apnéiques ou qui sont à risque de somnolence, mais ça va être surtout les patients dépressifs et les patients narcoleptiques. Les patients narcoleptiques sont vraiment des patients somnolents, mais les patients dépressifs, très souvent, sont des patients qui se plaignent de somnolence, se plaignent de fatigue, qui sont clinophiles, qui restent au lit pendant longtemps, mais qui par contre ne vont pas être réellement somnolents au sens propre du terme. Deuxièmement, c'est important d'explorer ces patients pour poser un diagnostic étiologique. Toute somnolence n'est pas un syndrome d'apnée du sommeil, et chez les patients qui vont être explorés pour une somnolence chez qui vous n'avez pas trouvé d'apnée du sommeil, c'est pas forcément intéressant de leur mettre une PPC à titre d'épreuve. Il peut y avoir d'autres pathologies qui entraînent de la somnolence, on reverra lesquelles. Ça peut être intéressant de les explorer pour évaluer le risque d'accident. Et on a actuellement des tests neurophysiologiques qui nous permettent d'évaluer en fait la probabilité d'accident de la route chez ces patients, et donc de poser la question de la conduite automobile et de l'introduction d'un traitement. Et puis, ça rejoint la problématique, ça pose le rapport bénéfice-risque des traitements médicamenteux, puisque ces traitements médicamenteux, donc en première intention le Modiodal ou la Ritaline, qui sont des traitements très intéressants dans la somnolence, c'est des médicaments qui ont des effets indésirables, en particulier au niveau cardiovasculaire. C'est des médicaments qui peuvent augmenter la pression artérielle. D'ailleurs, une des principales contre-indications, c'est l'hypertension artérielle mal stabilisée. C'est des médicaments qui peuvent entraîner des troubles du rythme cardiaque. Et c'est des médicaments qu'il faut réserver aux patients qui sont réellement somnolents et pas à des patients qui se plaignent de fatigue. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ces médicaments ont perdu l'autorisation de mise sur le marché dans la plupart des pathologies qui entraînent la somnolence, et normalement ils n'ont d'indication d'autorisation de mise sur le marché que dans la narcolepsie, même si c'est des médicaments qui sont toujours prescrits, et je pense que la plupart d'entre vous utilisent ces médicaments, qui sont toujours prescrits chez beaucoup de patients somnolents. Quels sont les diagnostics à évoquer chez ces patients qui vont se plaindre de somnolence? En fait, en premier lieu, ça va être les pathologies d'ordre émotionnel. Et en premier lieu, les syndromes dépressifs. Deuxièmement, et ça je ne l'ai pas noté, ça va être les prises de médicaments, les prises de toxiques et psychotropes. C'est des gros pourvoyeurs de somnolence, et c'est des choses qu'on oublie assez fréquemment d'évaluer en fait chez nos patients. Troisièmement, ça va être les problématiques d'hygiène de sommeil, des patients qui se retrouvent en privation chronique de sommeil, qui se retrouvent en décalage de phase. C'est des gros pourvoyeurs de somnolence, et c'est des choses qu'il faut absolument évaluer chez les patients. Et enfin, en tout petit, finalement ça va représenter que 0,03% de la population générale, donc pour un très faible pourcentage des patients somnolents, ça va être ce qu'on appelle les hypersomnies centrales, donc la narcolepsie et l'hypersomnie idiopathique, qui sont des pathologies qui sont définies par un besoin excessif de sommeil, une somnolence qui va survenir de façon intempestive dans la journée, et pour lequel on ne trouve pas d'autres causes réellement. Avant de passer à des examens complémentaires, c'est vrai que la première étape de tout ça, c'est l'interrogatoire, et très souvent, avec un interrogatoire bien conduit, on peut déjà faire la différence entre nombre de ces situations, et c'est extrêmement important d'interroger les patients sur leur prise médicamenteuse, leur état émotionnel, rechercher un syndrome dépressif, même si la plupart du temps, ces patients qui viennent avec
comme première plainte, une plainte de somnolence, c'est des patients chez qui on va avoir des difficultés à mettre en évidence un syndrome dépressif. C'est souvent des patients qui sont dans un déni de cet état dépressif. De bien revoir avec eux quelles sont leurs habitudes de sommeil, quel est leur mode de vie, est-ce qu'ils ne sont pas en privation de sommeil. Et puis, le dernier but de l'interrogatoire, ça va être de rechercher des signes spécifiques de la narcolepsie. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais grosso modo, la narcolepsie se définit par c'est une pathologie qui est une pathologie la plupart du temps auto-immune, qui débute chez le sujet jeune habituellement, qui entraîne de façon assez rapide une somnolence intempestive, avec des endormissements qui surviennent de façon intempestive, des siestes dans la journée habituellement brèves, qui s'accompagnent souvent d'une activité onirique. Il y a dans à peu près 50% des cas, des malaises dans la journée qu'on appelle cataplexie, qui surviennent dans des émotions fortes ou des crises de fou rire, au cours desquelles les gens perdent le tonus musculaire de façon assez brutale. Et c'est des malaises qui durent quelques secondes, ça survient en pleine conscience. Il peut y avoir d'autres signes comme les paralysies du sommeil ou les hallucinations hypnagogiques. Encore une fois, c'est une pathologie très rare, donc c'est pas des symptômes qu'on va retrouver assez fréquemment, mais ça vaut quand même le coup d'interroger les gens sur ces symptômes quand ils se plaignent de somnolence. Alors, quelles sont les explorations qu'on peut réaliser par la suite chez ces patients? Je pense qu'il y a quelque chose qui apporte des données très intéressantes, qui est l'actimétrie. C'est un examen qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, mais qui peut donner, qui est très facile à réaliser. Ça ne nécessite pas un investissement très important. Une actimètre, ça coûte à peu près 200 €. Par contre, la problématique, c'est que ce type d'examen n'a aucune prise en charge par la sécurité sociale, donc la cotation, on va dire, est libre. Alors, là, je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on peut voir, par exemple, en actimétrie. Là, vous avez un patient qui se plaint d'hypersomnolence et d'hypersomnie nocturne. En fait, il a eu des difficultés à se réveiller le matin, malgré un temps de sommeil tout à fait correct. Et quand il est en vacances, il va dormir 10-12 heures de suite. C'est apparu il y a peu de temps. Et en fait, vous voyez que ce patient, les plages de sommeil nocturne, qui sont les plages en bleu, sur une période de vacances, semble excessivement longue. On n'a pas l'impression qu'il y ait de gros problèmes d'hygiène de sommeil. Il dort pendant la nuit. Habituellement, il dort entre 20h et 22h. Et il se réveille entre, on va dire, 8 et 10h du matin. Et on observe un temps de sommeil qui est de l'ordre de 10h30 par nuit, ce qui est totalement pathologique. Et contrairement à un patient dépressif qui va rester au lit, vous savez comment fonctionne l'actimétrie en fait? Non? J'aurais dû commencer comme ça. En fait, ça se présente sous forme d'un bracelet montre qui enregistre les mouvements du poignet. Grosso modo, plus on bouge, plus on est actif, plus on bouge nos poignets, et donc plus l'appareil va enregistrer le mouvement. En fait, ce que vous voyez ici, c'est des barres d'activité. Donc, quand vous voyez des barres d'activité, plus la barre est haute, plus il y a de mouvement du poignet. Moins il y a de barres, moins il y a de mouvement du poignet. Donc, ça extrapole en fait la durée du sommeil en fonction des mouvements du poignet ou de l'absence de mouvement du poignet. C'est pas quelque chose d'exact, ça ne permet pas de voir exactement comment le patient dort. Ce qui fait que chez les patients qui sont clinophiles, les grands dépressifs par exemple, on peut souvent voir des plages assez longues comme ça, si ce n'est que souvent les dépressifs vont mal dormir pendant ces périodes importantes de temps passé au lit. Donc il va souvent y avoir une activité importante qu'on va enregistrer malgré le fait qu'eux ils ont l'impression de dormir. Alors que ce patient-là, vous voyez que pendant ces longues périodes qui sont définies par lui par l'école du sommeil, il n'y a aucun mouvement et donc il est fort probable que pendant cette période-là il dorme. Et quand on a confronté ces données à une polysomnographie, on a vu qu'effectivement il y avait un temps de sommeil qui était extrêmement important. Donc par des moyens simples, on peut déjà évaluer ça. Vous voyez ce patient, par exemple, qui se plaint d'une somnolence intempestive, il s'endort en voiture. Alors déjà, quand on l'interroge, il fait plusieurs boulots, le jour, la nuit, il se lève à 4h du matin pour commencer un travail de chauffeur-livreur. Et puis, en fait, quand on regarde son actimétrie, vous voyez que d'abord, il y a une très mauvaise hygiène de sommeil, il dort un peu n'importe quand. En fait, il dort quand il le peut. Et puis, au cours de la nuit, il y a souvent des plages de sommeil qui n'excèdent pas 4 à 5 heures. Et donc, ce patient est en privation chronique de sommeil. Ce que vous voyez ici, par exemple, c'est encore une patiente qui a une très mauvaise hygiène de sommeil, qui se plaint d'avoir des nuits qui font 10-12 heures, qui a du mal à se réveiller le matin. Mais en fait, ce qu'on observe surtout sur son actimétrie, c'est qu'elle se réveille habituellement autour de midi, qu'elle se couche très tard, qu'elle est souvent endormie autour de 3 heures du matin. Alors certes, elle dort beaucoup, mais il se trouve que c'est une étudiante et que quand elle doit se lever le matin, elle est obligée de se lever à 7 heures pour aller en cours, et que du coup, pendant ses études, elle est en privation de sommeil, qu'elle rattrape après sur le matin, donc elle aggrave son décalage de phase.
elle dort très tard, elle se réveille très tard, et plus elle se réveille tard, plus elle entretient ce mécanisme. Et donc cette patiente, la recommandation, c'est de mettre le réveil tous les jours à sonner à la même heure, de s'exposer à la lumière, et sans avoir fait d'examen très poussé, on arrive à poser un diagnostic et donc à mettre en route un traitement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Au niveau fonctionnel, on peut faire des tests de latence d'endormissement. Donc ça, c'est des tests qui sont réalisés en laboratoire, qui nécessitent en fait d'avoir du matériel et du personnel dédié. Tests de latence d'endormissement, grosso modo, c'est des tests qui vont nous permettre d'évaluer de façon objective la somnolence. Quand vous faites remplir une échelle des poids, c'est toujours un questionnaire, ça reste subjectif. Les patients vont coter en fonction de ce qu'ils ressentent. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du postulat que plus quelqu'un est somnolent réellement, plus, quand on va le mettre sur un lit à un temps donné, il va s'endormir rapidement. Et c'est quelque chose qui est assez reproductible chez le même patient. En fait, la façon dont ça se fait, c'est que ça c'est toujours d'abord après un enregistrement polysomnographique, il faut systématiquement avoir enregistré la nuit en polysomnographie pour s'assurer que le patient a dormi convenablement la nuit qui précédait, qu'il n'y a pas un trouble respiratoire nocturne qui va perturber l'interprétation des tests. Le mieux c'est aussi de faire une actimétrie pendant la semaine qui précède pour s'assurer que le patient n'est pas en privation chronique de sommeil. On moniteur le patient en électroencéphalogramme pendant toute la journée et on le met à plusieurs reprises dans la journée en situation de sieste. On éteint la lumière, on ferme les volets, on demande au patient de se détendre et de s'endormir. On le laisse comme ça pendant 20 minutes et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder combien de temps il s'endort et quelle est la structure du sommeil au cours des siestes. On fait 4 à 5 tests de cette façon et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête le test soit au bout de 20 minutes, soit aux 15 minutes après l'endormissement pour pouvoir évaluer la structure du sommeil. Et ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est de voir la latence moyenne de sommeil. Ce qui est important, c'est que les tests soient répartis au cours de la journée, c'est-à-dire que tous les tests ne soient pas faits le matin ou que grosso modo il y ait un intervalle qui soit à peu près toujours le même entre les tests. Et ce qu'on considère, c'est que la norme, c'est de s'endormir en moyenne à ces tests-là au-delà de 10 minutes. Et on définit une somnolence sévère si la latence moyenne est inférieure à 8 minutes. Alors, c'est des recommandations, hein, c'est parfaitement empirique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun... ça repose sur aucune donnée scientifique. Les critères de lecture des examens ont été changés il y a quelques années, alors que ces latences qui sont recommandées n'ont pas été modifiées. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder dans le coin de l'oreille comme une donnée qui est une recommandation et qui est intéressante, mais ce n'est pas la panacée. Et ce qu'on va voir, c'est que si on fait des tests dans la population générale, par contre, on sait qu'il y a des gens qui vont s'endormir en moins d'une minute, qui se souhaitent absolument rien. Donc, ce que ça nous dit, c'est que si quelqu'un s'endort en moins d'une minute à ces tests, il y a a priori une somnolence objective qui est suffisamment sévère pour considérer qu'on peut lui introduire un traitement. Si on ne trouve pas d'autres causes, on parle d'hypersomnie idiopathique. Et si on voit qu'au cours des tests, il y a des anomalies de la structure du sommeil, c'est-à-dire que le patient s'endort en sommeil paradoxal, ce qu'on ne devrait pas normalement obtenir avant 45 minutes de sommeil, en fait on parle de narcolepsie. Les deuxièmes types d'exploration fonctionnelle qu'on peut réaliser dans le cadre de la somnolence, c'est les tests de maintien d'éveil. C'est un petit peu les corollaires du test itératif de latence d'endormissement. Là aussi, les patients sont monitorés en électroencéphalogramme. On n'est pas obligé d'enregistrer la nuit qui précède, même si c'est recommandé pour vérifier, par exemple, qu'un syndrome d'apnée du sommeil est bien équilibré, puisque c'est des tests qu'on fait habituellement chez des gens qui ne se plaignent plus de somnolence ou qui ont une pathologie de la vigilance qui est traitée par des médicaments ou qui est traitée par une PPC dans le cadre des apnéiques. Donc le but, c'est de juger l'efficacité du traitement et c'est d'évaluer le risque accidentogène. Et du coup, c'est des tests qui sont considérés comme médico-légaux chez les patients qui sont chauffeurs professionnels, en particulier les chauffeurs routiers. C'est considéré comme médico-légal pour leur permettre de récupérer leur permis lorsqu'ils ont une pathologie de la vigilance. Le principe des tests, c'est de faire 4 tests de 40 minutes. Chaque test, donc les tests sont espacés de 2 heures. Les tests sont faits en obscurité quasi complète. Le patient est en position semi-assise. On lui demande de se détendre, de garder les bras le long du corps, de fixer un point dans la chambre et de rester comme ça pendant 40 minutes sans s'endormir. Le test est filmé en même temps et on peut voir si le patient a bougé ou s'il a mâché du chewing-gum par exemple, ce qui risque de l'empêcher de s'endormir. Et le but est de voir si ces gens-là arrivent à maintenir leur vigilance de façon correcte.
Dans les tâches de maintien d'éveil, il n'y a pas vraiment de valeur normative, c'est un peu à la tête du client. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même quelques données qui ont été comparées au risque de franchissement de la ligne blanche sur des simulateurs de conduite, et qu'on considère qu'une conduite sûre est obtenue quand la latence des tests en moyenne est supérieure à 32 minutes, et qu'il y a un risque accidentogène important quand la latence est inférieure à 17 minutes. Donc ça nous permet quand même d'avoir des ABAC pour, en particulier les patients qui sont à risque sur la route ou qui ont une pathologie de la vigilance ou une narcolepsie, pour leur permettre ou pas de conduire. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous montrer sur la somnolence. La discussion est ouverte si vous avez des questions. Merci, Dr. Krems. Donc on passe au reporter. Vous avez 5 minutes, malheureusement, vous êtes obligé après de... oui, Dr. Tomki. Oui, une question sur l'agenda de sommeil. Oui. Alors, l'agenda de sommeil, ça peut être intéressant, enfin, ça donne à peu près les mêmes données que l'actimétrie, si ce n'est que ça nécessite un travail actif du patient. Dans mon expérience, les patients insomniaques qui ont vraiment pour but de sortir de leur insomnie, ils vont remplir un agenda de sommeil, ils sont motivés pour le faire. Un patient qui est somnolent, comme par exemple ce patient qui a une mauvaise hygiène de sommeil, qui est en privation de sommeil parce qu'il fait X boulot, il est fort probable qu'il ne le fasse pas. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a une très mauvaise corrélation entre ce que les gens ressentent et ce qui se passe réellement. Et très souvent, les gens vont vous dire je dors X temps, et puis en fait, ça ne correspond pas réellement ça correspond pas à la réalité. Et si on va avoir quelque chose d'un peu objectif, je pense que l'actimétrie est un peu meilleure que l'agenda de sommeil. Une question sur le syndrome de Klein-Levin. Voilà, c'est quelque chose de rarissime, je n'en ai pas du tout parlé. Alors, la question c'est... Non, parce que ouais. j'ai interrogé un malade sommeil qui en était atteint. Ouais. Alors, c'est des différents traitements comportementaux. Alors, le syndrome de Klein-Levin, c'est une pathologie dont on ne connaît pas vraiment l'origine, qui est une pathologie qui arrive chez l'adolescent, en particulier le garçon, qui va se manifester par des accès de somnolence qui sont des accès qui vont survenir de façon souvent assez irrégulière, qui vont survenir par crise pendant 2 à 3 jours et qui vont s'associer. En fait, c'est difficile à définir parce que c'est pas réellement une somnolence, ça va être plutôt un état un peu second, un état apathique. Ils vont se mettre à dormir pendant 12 heures par nuit, ils vont avoir des troubles du comportement, en particulier souvent un comportement d'hyperphagie, un comportement de désinhibition, chez des adolescents qui sont complètement normaux par ailleurs, et en fait, hors des accès, en fait, ils sont totalement normaux. Et il peut y avoir une grande variabilité entre des formes où des adolescents vont faire des crises très très régulières, parfois tous les 2 mois, ce qui va être très embêtant pour leurs études, et puis certains qui font que quelques crises par an. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun traitement qui soit vraiment efficace là-dessus. On peut des fois leur donner un psychostimulant pendant la crise. Après, il y a des traitements qui ont été proposés pour éviter les crises, comme le lithium ou la dépakine, mais il n'y a aucune étude qui a été faite là-dessus, vu la rareté du syndrome. Docteur Soyer. Oui, merci. Une toute petite remarque. D'abord, merci. Une toute petite remarque. En laboratoire de sommeil, en général, il n'y a pas une cause à une somnolence, mais en moyenne, il y en a 2,5 par patient, donc c'est très souvent multifactoriel. Vous avez insisté sur les causes iatrogéniques, et c'est vrai qu'elles sont très nombreuses. Moi, j'ai une question, c'est sur les antidépresseurs. Quid de l'œuf et de la poule, cette histoire. C'est très compliqué à répondre. D'abord, les antidépresseurs gênent, chez les patients qui viennent pour des problèmes de somnolence. Des fois, ils peuvent avoir été traités par antidépresseurs parce qu'à la base, ils ont un problème de somnolence ou une hypersomnie. Et le problème, c'est qu'ils gênent les explorations parce qu'ils modifient complètement la structure du sommeil. Donc, on est extrêmement embêté quand les patients sont sous antidépresseurs. Et c'est très difficile de répondre quid de l'œuf et de la poule. Et dans ce cas-là, des fois, il faut cesser un peu de recul pour voir ce qui se passe sans antidépresseurs pour pouvoir répondre vraiment à la question. Mais après, comme vous dites, c'est souvent multifactoriel, et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment insisté sur le fait que le but des examens, c'est de voir quel est le rapport bénéfice-risque à la mise en route d'un traitement, plus que de faire un diagnostic, parce que ces pathologies qu'on appelle hypersomnie idiopathique, finalement, on ne sait pas tellement ce qu'il y a derrière, et on les traite, mais finalement, on les traite plus sur la base d'un rapport bénéfice-risque qui est évalué comme positif à la mise en route d'un traitement que sur la base d'un vrai diagnostic. Une dernière question. Bon, si on n'a pas de questions, mais merci, docteur Krems.